va essayer d'aller encore plus loin maintenant, en réfléchissant à ces sujets à travers le prisme de la pratique et du métier. Parce que la cartographie, voilà, on l'a compris, elle recouvre de multiples pratiques. Elle est profondément ancrée dans notre société. Voilà, on en a eu encore plein d'exemples dans cette conférence passionnante. Et on s'est posé plusieurs questions à laquelle la première table ronde va tenter de répondre, en tout cas d'apporter des éléments de réponse. On voudrait savoir comment elle se diffuse justement dans la société aujourd'hui, comment elle est utilisée, pratiquée, et comment elle peut évoluer pour répondre à cet enjeu précis des transitions. Et donc pour répondre à toutes ces questions, j'invite à nous rejoindre maintenant sur scène nos 4 intervenants de la première table ronde. Tout d'abord Guillaume Schmitt, vous êtes maître de conférence à l'Université Polytechnique Hauts-de-France à Valenciennes. Accessoirement, vous avez aussi été mon enseignant il y a quelques années à l'IAUL. Du coup, il est très stressé. Un peu. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre. Il y a Denis Vanier également, qui est data journaliste et cartographe au sein du studio de data visualisation Le Plan. Gérard Blin, vous êtes directeur territorial de l'IGN pour le nord-est de la France. Et Armelle Lemouelik, vous êtes docteur en architecture et directrice communication et stratégie au sein de l'agence d'architecture et d'urbanisme TVK. Alors, il n'y a pas de règle de placement, on vous laisse vous installer. Voilà, on vous laisse vous installer. Le plus confortablement possible, mais choisissez votre camp, votre siège, votre micro. Alors, je vais démarrer avec vous, Guillaume Schmitt. On l'a vu, pour la grande majorité d'entre nous, concevoir des cartes, quelle que soit leur forme, fait partie de notre quotidien, de nos pratiques. On est tous plus ou moins cartographes, en tout cas, on travaille le matériau cartographique. Mais avant d'être cartographes, nous avons été formés d'une manière ou d'une autre, soit à l'université, soit par des formations. Et la connaissance, la pratique de la cartographie passe indéniablement par son enseignement. Et donc, ma première question, c'est comment fait-on aujourd'hui pour enseigner la cartographie alors qu'elle se démocratise de plus en plus, que les SIG sont partout et que les règles de sémiologie, qui ont été édictées par Jacques Bertin au siècle dernier, ont une résonance particulière pour nous cartographes. Vous avez la petite zapette là. Vous avez 10 minutes. Vous avez, Merci beaucoup. Merci, c'est une belle question. Et en 10 minutes, ça va être compliqué, mais en fait, on avait effectivement travaillé un petit peu avant. Et surtout, je vous remercie pour cette invitation. Si j'ai bien compris, je n'ai qu'à appuyer sur la flèche du bas. Et voilà. Et on y arrive. Alors, pour répondre le plus rapidement possible à cette question, ce que je me suis dit, c'est que j'allais livrer les éléments de conclusion tout de suite et qu'après, j'allais seulement faire la justification. Donc, ça simplifie les choses. Et ces conclusions que je vous livre tout de suite, en fait, je les tiens d'une expérience d'enseignement. Je suis enseignant-chercheur à l'université, mais Samuel m'a demandé d'intervenir surtout au titre de l'enseignement. Donc, au regard d'une expérience dans 6 différents diplômes en France et avant à l'étranger et j'espère prochainement à nouveau à l'étranger. Donc une conclusion finalement assez simple qu'on va juste justifier après avec peut-être une perception et une subjectivité que j'assume complètement. Finalement, quand on enseigne la cartographie, on parle finalement beaucoup de systèmes d'information géographique dans les enseignements, notamment de master. Le point qui doit rester, à mon sens, le plus important et premier, mais c'est très classique, c'est développer la culture générale et le fait de pouvoir exposer des faits géographiques, politiques et historiques dans leur contexte. J'y reviendrai peut-être juste après. C'est vraiment l'élément le plus important. C'est la trame de fond, vous allez dire, c'est du classicisme, mais il est nécessaire de le rappeler. L'autre élément, mais ça a déjà été signalé dans la conférence introductive, c'est que finalement la carte est un outil, un vecteur de communication, d'affirmation d'idées entre un concepteur et un émetteur, et qu'on fait une carte forcément en fonction d'un discours. Donc ces éléments sont peut-être aujourd'hui un petit peu actualisés par toutes les techniques de data visualisation, mais ça, vous le savez sans doute bien mieux que moi. Élément qui me semble, à mon sens, mais je suis plutôt un spécialiste de l'analyse, en fait, dès lors qu'il s'agit de faire de la cartographie, c'est le développement des méthodes statistiques en tout genre. En fait,
on a tous quelques rudiments de statistiques, un petit peu de mathématiques, mais sans doute que là, on a tous, chacun, et moi le premier, des progrès à faire. Et les enseignements dans les 6 diplômes que j'évoque très rapidement avec vous, en fait, au fur et à mesure du temps, sur ces 15 ans d'expérience d'enseignement dans l'enseignement donc supérieur, m'amène à dire qu'on est en train de monter en compétence et que la compétence, elle est sans doute pas encore assez élevée. Pour répondre donc directement à la question de Samuel, je continue à enseigner les 6 valeurs de Jacques Bertin, car je suis toujours un petit peu, mais sans doute aussi déformé par ma formation initiale, un petit peu ce qui apparaît sur la première carte vidalienne et la première carte de la démographie des communes publiée en de la densité des communes publiée en 1989. Je suis toujours un petit peu agacé de voir des valeurs absolues représentées par des aplats de couleurs, agacé par ma formation, mais aussi parce qu'en fait j'ai un problème d'acuité visuelle. Je distingue pas très bien les couleurs, je distingue pas très bien les formes, et pourtant j'enseigne la cartographie. Donc je trouve que quand on emploie ce genre de choses, en fait, c'est porter atteinte et ne pas prendre en compte certaines difficultés que peuvent rencontrer certaines personnes, donc moi le premier. Donc je lutte en quelque sorte pour ma cause en faisant cela. Enfin, il me semble que ce qu'on essaie d'introduire dans nos enseignements, c'est une augmentation de la technicité des cartographes, mais aussi des citoyens. Parce que les 3 schémas suivants montrent une situation, à mon sens, il y a 30 ans, à peu près celle de mon enfance, je me rajeunis un petit peu, j'en profite, celle d'il y a plus ou moins 10 ans, où finalement le référentiel, c'est plus la carte régionale vidalienne ou la carte figée, c'est Google Maps d'un côté et schématiquement l'Observatoire du territoire, et depuis plus ou moins aujourd'hui, demain pour d'autres et après-demain encore pour d'autres, ce sera la cartographie en temps réel et non plus des images figées, réactualisées chaque année, et non plus des cartes dynamiques, mais des cartes plus interactives. Maintenant que je vous ai dit ça, je pourrais m'arrêter, mais j'ai décidé de justifier un petit peu mes propos en vous montrant quelques images et une façon dont j'aborde, d'un point de vue très général, mes enseignements de cartographie. Premier point sur lequel je ne vais pas m'attarder, c'est rappeler finalement que la carte, aussi normée soit-elle, repose sur ce que j'appelle un grand mensonge qu'on connaît tous, c'est la localisation et la forme. Il suffit de représenter le monde selon 2 systèmes de projection différents pour s'en rendre compte, ou de travailler avec des jeunes étudiants sur ce qu'on fait également dans l'enseignement secondaire, sur la taille des pays les uns par rapport aux autres. Ça, c'est toujours un point de culture générale à rappeler. Après ce grand mensonge, souvent j'expose 5 types de mensonges. Alors il y a les petits mensonges qui sont dus aux erreurs et qui, malgré le big data, malgré l'automatisation, on les retrouve toujours. L'un des exemples, et j'ai une passion pour les chaînes info que je ne regarde pas, donc il y aura plusieurs extraits de chaînes info dans mes propos. L'un des exemples les plus connus, c'est sur la localisation de Molenbeek, qui, selon les chaînes info, selon les événements médiatiques, n'est jamais au même endroit sur les fonds d'écran, pour une raison très simple. La recherche automatique de mots-clés dans Google Maps, qui ne donne pas toujours les mêmes résultats selon le serveur que vous utilisez. C'est quelque chose de très classique à étudier. Donc, malgré cela, la cartographie, l'automatisation, il y a toujours une culture générale à développer. Le deuxième point, ce que j'appellerais les gros mensonges, encore une fois, là, c'est l'exemple type est bien commenté, journal télévisé, l'accident de Tchernobyl, avec des cartes plus ou moins dites rassurantes, et avec des panneaux stop. Et quand on regarde l'actualité, et même la presse la plus sérieuse du monde, on voit, et vous le savez, vous le faites dans vos pratiques professionnelles, je forme mes étudiants à ça, il y a une orientation du discours. Mais encore faut-il le rappeler, et à l'université, si elle a un rôle, c'est bien celui-ci. Enfin, il y a eu un discours tout à l'heure sur est-ce que c'est des données quantitatives, des données qualitatives. Le chiffre reste une abstraction et quand on a un nombre d'habitants, finalement, on n'a pas un chiffre, on a un nombre de personnes qui répondent à cette qualité d'habitant. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le statut d'habitant, c'est un statut, c'est une qualité. Donc, travailler sur des chiffres, c'est travailler sur de l'abstraction et c'est toujours une réduction du monde. C'est aussi quelque chose qu'on cherche à bien définir dans nos enseignements. Autre mensonge, la carte dans sa dimension sémiologique et graphique, et peut-être qu'avec un petit peu de provocation, j'ai pris aujourd'hui une carte de la région dans laquelle nous sommes, 2 cartes à 2 moments différents.
une carte lorsqu'il y avait la région Nord-Pas-de-Calais, avec la densité de population, et une carte quelques années plus tard, lorsque la région Hauts-de-France a été créée. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais on pourrait y passer pas mal de temps. On voit bien que les deux objectifs de la carte ne sont pas les mêmes, et que d'ailleurs les commanditaires ne sont pas tout à fait les mêmes, ou les concepteurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc la carte, outil de pouvoir, de faire valoir et de démonstration des atouts. Finalement, la carte, c'est un outil pour charmer les autres. Le mensonge marketing maintenant, ce qui me permet de faire une pause, et je crois qu'il va falloir que j'accélère un petit peu, sinon je ne tiendrai jamais les 10 minutes, c'est qu'avec l'avènement de la cartographie sur Internet, finalement on est tous cartographes, ou par localisation de nos smartphones, avec nos différentes traces que l'on laisse consciemment ou non. Tous cartographes, donc aussi potentiellement tous commentateurs. Et puis enfin, si on regarde un dernier critère, vous vous amuserez chez vous, téléchargez la carte du vote en faveur de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle de 2017. Eh bien, vous retrouverez parmi ses meilleurs scores la France rouge et orange. On vote l'année prochaine sur les départements, on vote l'année suivante pour la présidentielle. Nul doute que ça aura une incidence. Une matinale interactive. Cet exemple que j'aime beaucoup, en fait, il nous permet de rappeler que la carte, par sa forme, par notre éducation, qui n'est pas toujours scolaire, et on peut être déformé aussi par l'enseignement, et parfois aussi par l'enseignement supérieur, la carte, elle crée et elle se forme dans notre imaginaire. Elle crée un imaginaire et elle se forme dans notre imaginaire. Donc sans doute que cet éditorialiste avait son imaginaire, et que les réactions derrière sur les comptes Twitter ont été particulièrement nombreux, et que l'analogie et finalement les comparaisons sont peut-être dues tout simplement à notre imaginaire et à un autre facteur qu'il faut également rappeler dans notre enseignement, ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est notre acuité visuelle. Il y a aussi des facteurs tout simplement biologiques. C'est pour ça que les règles de sémiologie de Jacques Bertin ont été développées. Je plaide toujours en ma faveur suite à mes propres limitations. Plus rapidement peut-être, si c'est gratuit, c'est vous le produit, d'une manière ou d'une autre. Le dernier ou le premier confinement nous a appris à travailler sur des données massives et sur l'évolution des mobilités, donc je n'ai pas besoin de m'intéresser davantage à cette question. Dans la cartographie, on est passé globalement de matériaux à des services, avec la cartographie dite numérique, avec toutes les dimensions que l'on peut considérer de très positives. Par exemple, il y a eu des contributions, parfois volontaires, parfois souhaitées, sur des outils de planification, d'aménagement et d'urbanisme, y compris dans cette métropole, en utilisant des outils en ligne. Finalement, ça n'a pas été dans cette région que ça a été fait pour la première fois. Ce n'est pas d'ailleurs une puissance publique qui l'a mise en œuvre. C'est un service marketing, Google, pour définir des zones de chalandise, qui a permis de développer ces démarches de contribution. Alors, qui dit contribution, dit parfois participation. Il y a des mélanges sur ces questions. Globalement, on peut considérer que dans une société qui a peut-être quelques défauts de fonctionnement démocratique par lassitude, c'est une bonne chose, mais ces contributions peuvent être aussi l'occasion de jeux, d'orientation ou de messages politiques. Et là, je montre un petit exemple qui m'a valu d'être banni pendant quelques années des comptes Google, lorsque Google Maps est devenu pour la première fois contributif. Certaines personnes, dont moi, se sont parfois amusées à déposer des objets, à créer des objets qui sont restés une paire de temps sur ces sites dits contributifs. Donc, ce n'est pas parce que c'est contributif que c'est mieux. Il y a toujours des personnes qui agissent soit par blague ou soit par mauvaise foi. Ces outils de click and collect, comme mensonge, je dis d'une manière très générale, sont des outils aussi qu'on aborde beaucoup dans nos formations et ils me permettent de faire un point et un rappel. C'est que finalement, ces outils sont organisés selon un système statistique, en France plutôt centralisé et étatique, en cours de fonctionnement un peu inversé, ne serait-ce que par la logique de l'open data, mais ils sont organisés selon un héritage. La cartographie, c'est beaucoup des données, et les données sont organisées d'un côté du champ social, et de l'autre côté, on a un champ environnemental. Et que ces croisements
même avec les technologies et SIG, ne sont pas toujours évidents et que ça demande finalement peut-être une réinvention du monde, mais aussi, dans un temps sans doute intermédiaire, un développement de nouvelles méthodes de travail et de nouvelles méthodes d'analyse. Sur ces créations de données libres également, il y a quelque chose de très positif. On forme nos étudiants à la production de données ouvertes, typiquement OpenStreetMap. Mais ces données, finalement, sont encore aujourd'hui assez standardisées, assez classiques. Et ce qu'on cherche à développer, mais on n'en est qu'aux prémices dans nos enseignements, et quand je dis nos, c'est avec mes différents collègues, dans les différents diplômes auxquels je participe, on en est finalement au début, et on a encore beaucoup de choses à apprendre pour rendre ces données plus intelligibles et ces données encore plus diffusées. Dernier point, peut-être sur l'open data, où dans nos enseignements on apporte beaucoup de choses, et également, il y aurait finalement qu'un mot à dire. Ce qui manque dans cette dimension open data, c'est sans doute le fait que ces données volumineuses sont pour les citoyens dans leur vie quotidienne assez difficiles à utiliser. J'ai pris un exemple sur des données foncières et immobilières où la seule information que finalement on arrive à obtenir, c'est un prix de transaction à un moment donné pour un bien plutôt mal défini, et que travailler sur ces informations individualisées demande le déploiement de nouvelles méthodes, de nouveaux outils et surtout d'une nouvelle conception de l'analyse pour faire de la cartographie et plus généralement de l'analyse spatiale. Je vous remercie de votre attention et je pense avoir à peu près tenu le temps qu'il m'était imparti. Merci. Oui, c'est parfait. J'aurais une petite relance à vous faire, parce que je vous ai écouté attentivement, comme tout le monde. La transition numérique, du coup, voilà, elle est là, présente dans la carto depuis de nombreuses années. Elle a impacté la façon de faire, elle a créé des pièges, vous les avez évoqués, et elle peut influencer notre façon de faire des cartes et aussi de les lire, en tant qu'utilisateur et lecteur de cartes. Est-ce que, tout à l'heure, Axel et Guillaume ont rappelé le fait que lire des cartes, les faire, inconsciemment, ça renvoie à des cartes qu'on a dans notre tête depuis l'enfance. Est-ce que ces comportements-là qu'on a de lecture de cartes peuvent être modifiés selon vous, et le rôle de l'enseignement derrière, justement, où est-ce qu'il intervient? Alors c'est une belle question. En 3 minutes. Je vous remercie. Ça, c'est une façon de réorganiser ses idées. C'est des techniques typiques de concours. Mais plus simplement, j'ai montré quelques images au début de mon intervention, en montrant une carte régionale de la France, qu'on appelle une carte vidalienne, en hommage au premier titulaire d'une chaire à l'université de géographie, et une carte de la densité communale publiée dans une revue scientifique de renom, MapMonde, en 1989. Cette carte publiée en 1989 et cette carte vidalienne, c'est en quelque sorte les références des personnes schématiquement de ma génération pour comprendre et expliquer la France. Mais en fait, pour comprendre et expliquer la France et le monde, il y a aussi mon éducation en dehors de l'école, qui est sans doute même beaucoup plus importante que ce qui s'est fait à l'école. C'est pour ça que je vous disais que parfois le rôle, c'est de déformer. Mais le rôle de l'école, peut-être moins de l'université, c'est aussi une école républicaine dans la plupart des cas, donc c'est aussi une façon de former. Il y a en quelque sorte des normes. Aujourd'hui, ce référentiel, c'était un petit peu la deuxième image, et vu que je ne sais pas comment on revient en arrière, j'ose pas le faire sur le diaporama, la référence de mes étudiants, c'est plutôt Apple Plan ou Google Maps. Donc la carte vidalienne a été remplacée. Dans les cours, dans l'enseignement primaire et secondaire, la carte vidalienne n'existe presque plus. Tout à l'heure, on parlait des manuels scolaires. Il y a une équipe de recherche au laboratoire Géographicité qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là et les représentations des cartes. On voit que depuis 10 ans, les cartes qui sont dans les manuels scolaires ont beaucoup changé. Ça devient presque normal de mettre un fond de plan du géoportail à la place d'une carte vidalienne. Donc les références ont changé. Et finalement, l'ambition de l'université, et en tout cas de l'enseignement à l'université, pour répondre plus directement à votre question, c'est pas de normer,
c'est de développer un esprit critique et une culture générale. Donc, on fait avec et on est dans un système de dynamique. C'est pour ça que j'ai séparé l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Merci beaucoup. Moi, effectivement, je trouve ça très bien que vous citiez l'esprit critique parce que le départ de la présentation parlait plutôt de mensonges. Ça, c'est un grand classique de la carte qui ment. Je ne suis pas sûre qu'elle mente. Et je pense qu'il n'y a pas de cartographe menteur. Ou sinon, ils sont malveillants, mais ils ne le font pas volontairement. En revanche, ce qu'il faut développer, je suis d'accord, c'est l'esprit critique. L'esprit critique au plus jeune âge, parce que la carte est un média comme un autre. Et souvent, on a l'impression qu'il véhicule la vérité vraie. On en parlera sur la partie politique, qui lui confère un vrai pouvoir, alors qu'il faut avoir un esprit critique. Et sur les manuels scolaires, ils ont évolué, et en même temps, pas tant que ça. Je ne pense pas que... J'espère qu'un jour, on verra les cartes de terraformat dans les manuels scolaires. On a vu une époque les anamorphoses, puis maintenant, ils n'y sont plus. Alors peut-être qu'effectivement, on voit les cartes de Google. J'espère qu'on verra les cartes du Géoportail. Et puis ça fera écho aussi à ce que pourra nous raconter M. Blin sur l'open data et l'importance de mettre à disposition la donnée. Mais ça évolue pas tant que ça, finalement. Pas assez vite, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez ? La vitesse est une histoire de mesure et de point de vue. D'échelle. Donc voilà, on pourrait en revenir au même problème de forme, etc. On a connu une forte accélération récemment, quand je dis récemment, c'est ces 15-20 dernières années dans le domaine de la cartographie, dans la visualisation, dans les données disponibles, dans l'actualisation, et que sans doute que quand on pratique au quotidien, on se dit tiens, ça percole pas assez dans la société. Peut-être que des progrès sont à faire aussi dans la communication, dans la mise à disposition d'outils et tout simplement dans la formation. Mais dans la formation, dans l'enseignement supérieur, c'est certain. Des enseignants pour le secondaire, ça c'est encore plus certain. Et dans l'enseignement primaire, peut-être qu'il y a quelques normes qui doivent évoluer. Donc je ne sais pas si les cartes de terraformat apparaîtront dans des manuels scolaires plus tard, mais peut-être qu'une autre vision du monde, en tout cas, est en train de se développer. Bon, on va travailler à ce que la fameuse carte des pays dans les fonds de classe disparaisse. Ça, je pense que c'est important. Et vous nous ouvrez la porte à une transition sur le rôle de la carte dans les médias. Oui, du coup, dans votre présentation tout à l'heure, vous nous avez montré des extraits de différents médias télévisés, souvent des journaux télévisés, qui utilisent la carte de plus en plus. On a Denis Vanier avec nous aujourd'hui, donc je rappelle, vous êtes journaliste, cartographe. Lorsqu'on s'est rencontrés en amont de cette journée, on a beaucoup échangé et vous nous aviez dit que vous vouliez faire de la cartographie. Vous faites de la cartographie depuis récemment, enfin quelques années, mais ce n'est pas votre métier initial, vous êtes journaliste à la base. Et vous nous avez expliqué que vous vouliez faire de la cartographie pour aider les médias à faire des cartes et à mieux faire des cartes. Parce que justement, il y avait ce constat que la cartographie n'était pas encore bien ancrée dans le monde du journalisme. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment, aujourd'hui, on fait ou on pourrait mieux faire des cartes dans les médias en général ? Oui, bonjour. Alors merci de l'invitation. On l'a vu dans la présentation juste avant, à quel point la cartographie est en friche dans les médias et à quel point on trouve des choses complètement aberrantes, que ce soit à la télévision ou aussi en presse écrite. Peut-être juste pour resituer, donc moi j'interviens dans le champ du journalisme. Comment on pourrait définir le public du journalisme? Alors on parle souvent de grand public. Moi, je définirais d'abord le champ d'action comme on parle à des citoyens, de manière générale, avec un objectif. Ça me semble toujours important aussi quand on parle de médias, de médiation, de savoir d'une part à qui on s'adresse et d'autre part avec quel objectif. On peut, quand on est expert dans une agence spécialisée, c'est-à-dire on va conseiller des élus qui auront en charge d'agir, de prendre des décisions. Eh bien, on définit un peu l'approche des journalistes un peu de la même manière. On parle à des gens qui parfois n'ont pas de poste à responsabilité, n'ont pas de mandat électif, mais qui vont agir au moins à chaque élection. C'est-à-dire qu'ils vont devoir faire des choix, ils vont devoir faire des choix éclairés. Et donc, on attend un peu des médias qu'ils apportent cet éclairage, cette expertise aux citoyens le temps de l'élection. Par extension, moi je considère, comme beaucoup de journalistes, que ces citoyens, ils doivent avoir accès à une expertise tout au long de leur vie, tout au long de l'année, pour apporter, pour peut-être surveiller un petit peu ceux qui sont en charge de prendre des décisions ou pour éventuellement contester des décisions qui sont prises.
Donc voilà, juste pour resituer, en tant que journaliste, on s'adresse à des gens qui devraient avoir un même niveau d'expertise que ceux qui prennent des décisions pour pouvoir éventuellement les contester le moment venu. Et comme je disais tout à l'heure, la cartographie, ça ressemble à ce qu'on a vu avec la carte de 86, avec ce gros panneau stop. Et c'est un peu aujourd'hui un peu la même chose dans les médias d'une manière générale, même si on met toujours en avant des choses un peu fabuleuses. Et ça tient à quoi? Ça tient à la formation des journalistes. La plupart des journalistes ont une formation littéraire, littérateur, et tiennent un peu comme une contingence tout ce qui est technique, le chiffre, le nombre, c'est vulgaire, on va dire. Donc beaucoup de journalistes sont issus de filières littéraires. Parfois, on fait des études de sciences politiques ou d'histoire pour accéder à des écoles de journalisme. On considère encore aujourd'hui que l'histoire, les IUP sont des filières idéales pour faire du journalisme. Et donc, on a assez peu de profils de scientifiques. Donc, il y en a quelques-uns. Il y a quelques scientifiques parmi les journalistes, mais c'est quand même une minorité. Et ça signifie que quand ils doivent traiter de la donnée, soit ils la mettent de côté en préférant la déclaration, puisque l'expertise des journalistes, des journalistes du fait de leur formation, elle est sur la capacité à aller chercher de la parole, à traduire la parole, à la décrypter et à lire entre les lignes. Je dirais qu'aujourd'hui, l'expertise principale des journalistes, elle est là. Or, moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'ils devraient avoir une expertise mathématique, scientifique, pour comprendre le monde, parce que le monde, c'est aussi une représentation, à travers sa représentation scientifique, qu'on la comprend mieux. Donc, alors, peut-être pour resituer aussi mon parcours, moi, j'ai fait des études de géographie, et notamment de géographie sociale dans les années 90, à l'époque où Roger Brunet était encore un héros et que l'écorème c'était cool. Je considère que c'est encore cool, l'écorème. Et donc voilà, j'ai eu un parcours où je me suis intéressé aux sciences sociales, aux sciences aussi de manière générale, où j'ai fait de la cartographie aussi, mais à l'époque où évidemment on prenait des rotrings, et on travaillait sur du calque et on faisait des jolis... Et où Bertin était aussi un héros. Il est plus à l'étranger d'ailleurs qu'en France, c'est ce que j'ai constaté. Mais donc voilà, la cartographie dans les médias, c'est un terrain en friche. Il y a très peu de choses intéressantes qui sont faites. Et souvent, alors ça peut tenir aussi aux outils à disposition. C'est que les outils de cartographie qui sont actuellement utilisés par les quelques médias qui font les cartes, ça peut être QGIS, mais c'est surtout des outils de PAO, de design, donc qui permettent pas forcément de traiter aisément de l'information géographique. Et donc, depuis un an, alors je travaillais auparavant dans le domaine du conseil à l'innovation pour les médias. J'ai été journaliste en presse écrite, en télévision, en radio, et toujours avec cette idée d'explorer des nouveaux formats qui permettent de délivrer de l'information. J'ai toujours pensé que la carte était un médium d'information idéal, surtout pour l'information de proximité. Et donc c'est ce à quoi je m'intéresse désormais. Depuis un an, je suis en création d'un studio de visualisation de données pour les médias à l'échelle des aires urbaines. Alors je ne sais pas si ça va apparaître d'ailleurs, mais c'est la flèche du bas, pardon. Je vais y arriver. Donc voilà, ça c'est un studio en création et je suis donc depuis un an dans cette phase de veille que je partage d'ailleurs à travers une newsletter sur les récits cartographiques dans les médias et j'essaie de déterminer les choix graphiques en cartographie qui sont pertinents pour les médias pour une communication au grand public d'information. Donc voilà pour le contexte, où j'accélère peut-être un petit peu. Cette carte-là, vous l'avez vue des centaines de fois, vous la connaissez tous, j'imagine. C'est une carte qui est une référence pour les épidémiologistes, parce que beaucoup d'épidémiologistes considèrent que la naissance, elle est un peu là. Vous savez, c'est la localisation des malades du choléra au 19e siècle à Londres. Et un médecin qui s'appelle John Snow, pas le personnage de la série, a l'idée de représenter sur une carte l'ensemble de ces malades pour identifier une information qui sans doute n'aurait pas été possible d'identifier, de connaître autrement qu'à travers une carte, c'est d'identifier la source de la maladie qui est la fameuse pompe de Broad Street.
Et donc cette pompe a été longtemps le symbole de la discipline de l'épidémiologie. Et pour beaucoup de data journalistes aujourd'hui, c'est considéré aussi comme un moment fondateur et un moment de référence pour les data journalistes, et notamment ceux qui s'intéressent à la cartographie, parce que c'est un exemple de carte qui, à elle seule, apporte une information qui ne pourrait pas être apportée autrement. C'est en posant des points sur une carte et en cherchant le centre de cet amas de points qu'on arrive à déterminer une information. Donc c'est un peu le cadre dans lequel travaillent aujourd'hui beaucoup de data journalistes qui font des cartes dans les médias. Alors ça, c'est un exemple. Je vous ai donné un des meilleurs exemples de ce qui se fait aujourd'hui dans les médias. Alors moi, je regarde beaucoup ce que fait le New York Times parce que c'est la Ligue 1 de la cartographie dans les médias, on va dire ça comme ça. Et ce que fait le New York Times, c'est juste fabuleux parce qu'ils ont une équipe fabuleuse. Tim Wallace, qui gère l'équipe de journalistes visuels au New York Times, est un géographe de formation, avec une formation d'ailleurs très académique, il a été enseignant. Il a dans son équipe des gens comme Matthew Block, qui est le créateur, je ne sais pas si certains connaissent MapShaper, mais qui est un petit outil JavaScript qui permet de transformer des cartes sur le web, et voilà, qui est un outil très utilisé. Il a été créé par ce développeur qui travaille aujourd'hui au New York Times. Il y a Adolfo Arranz, qui est un ancien du South China Morning Post à Hong Kong, qui est là aussi une des références du journalisme visuel, qui travaille maintenant au New York Times depuis quelques jours. Donc ils ont tous les meilleurs joueurs de la Ligue 1 de la cartographie dans les médias, on va dire. Et donc voilà ce qu'on réalise aujourd'hui. Alors c'est des cartes qui peuvent paraître très académiques, c'est des aplats de couleurs, c'est des cartes choroplètes, mais c'est très compliqué à réaliser pour des journalistes, ça, parce que ça demande des compétences en traitement de données, simplement savoir lire un tableur, savoir traiter des données tableurs. Je vous avoue que c'est du chinois pour beaucoup de journalistes. J'ai fait des formations simplement pour apprendre aux journalistes à manipuler des données. Je vous avoue qu'il faut parfois un peu de temps pour leur expliquer qu'il y a la différence entre une médiane et une moyenne, et que pour calculer un pourcentage, je suis désolé, mais peut-être pas plus de la moitié des journalistes savent comment poser un pourcentage sur une calculatrice. Donc évidemment, quand vous avez des politiques qui viennent leur affirmer des choses en plateau, ils sont incapables de les contester. Vous avez vu cette séquence pitoyable au moment du Covid, où on voyait, alors je ne sais plus si c'était sur TF1 ou LCI, un journaliste qui présentait la fameuse courbe du taux d'incidence, enfin du nombre de cas, et puis il y avait une épidémiologiste en plateau qui était désespérée, qui lui disait mais non, mais attendez, il faut prendre des moyennes lissées, enfin évidemment que ça descend, mais parce que c'est le week-end, et avec un aplomb désespérant, le journaliste disait mais non, regardez, malgré ce que vous dites là, ça descend, hein, ça descend. Bon bah on est d'accord. Et donc c'est vraiment représentatif de l'état de connaissance et d'expertise des journalistes en termes de données et de représentation aussi graphique des données. Voilà. Donc ce que je vous montre là, en fait, c'est un peu l'exception dans le domaine des médias. Voilà une autre représentation graphique de données, mais alors là, avec une couche supplémentaire, et pour le coup, ça peut être l'expertise des journalistes, qui est une couche de vulgarisation des données. Là, par exemple, ça représente le nombre de jours depuis lequel il n'y a pas eu de record de chaleur en différents lieux aux États-Unis. Ils reprennent là, alors on ne connaît pas trop ça en France, mais en fait c'est un panneau qu'on voit dans toutes les grandes entreprises depuis combien de temps il n'y a pas eu d'accident. Et en gros c'est de la sensibilisation, hein. Attention, ça fait 100 jours qu'il n'y a pas eu d'accident, alors bien que ça continue. Et ben là le principe est le même, ça fait 62 jours qu'il n'y a pas eu. Alors le problème c'est que maintenant ça commence à diminuer, donc on sent bien la pression. Le nombre de jours depuis lequel il y a eu un record de chaleur, il a tendance à diminuer, et évidemment cet été ce sera encore plus... alors j'ai partagé ça en début d'année je crois. Voilà. Donc voilà un exemple et alors on voit aussi, alors ça c'est le Financial Times qui sort ce genre de cartes, des cartes complètement improbables il y a encore quelques années dans les médias. On voit des cartogrammes avec un début de trimap à l'intérieur, de bar chart, et des représentations un peu audacieuses mais qui sont utiles. Et moi je suis fan des cartogrammes et je pense qu'on devrait en mettre beaucoup plus. La difficulté c'est de sensibiliser les gens à la lecture des cartogrammes. Donc le Financial Times a été assez audacieux en balançant un cartogramme dès le début de l'article. Ils peuvent le faire parce qu'ils sont sur un public, alors ceux qui lisent le Financial Times sont souvent des économistes ou des gens qui travaillent dans des domaines où on a l'habitude de manipuler des données, des graphiques.
Et puis on voit des cartes qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait voir dans des agences d'urbanisme avec l'époque de construction des bâtiments. Ici, c'est un journal local en plus, c'est pour ça que c'était assez surprenant, c'est pour ça que je l'avais mis en avant dans ma veille, qui fait une cartographie assez complète, assez experte, oui, alors ils se sont fait aider par des urbanistes, hein, évidemment, et l'agence locale, mais où on voit l'évolution du bâti, du type de bâti en fonction des époques. Voilà. Et puis il y a des débats auxquels, à mon avis, les médias et les data journalistes qui travaillent en cartographie peuvent contribuer et qui peuvent être utiles d'une manière générale à la cartographie, je pense. C'est sur la manière dont on diffuse de l'information et l'impact qu'il peut avoir dans l'esprit des gens. Là, typiquement, alors c'est un vieux débat que Nicolas Lambert, que vous connaissez sans doute, et Philippe Rekastevic, oui. Ouais, il a développé avec Françoise Bacohen. Oui, ils sont plusieurs. Ouais, ils sont plusieurs. Europe, ouais. Avoir comment on fait pour représenter des flux de population et notamment des flux de migrants qui, on le sait, ont un impact dans la population, un impact politique qui peut être désastreux, dévastateur. Comment on fait pour que ça crée une image qui soit représentative de la réalité du terrain. Quand on fait des grosses flèches, comme on le voit en haut à gauche là, et ces flèches sont menaçantes, elles sont pointues, elles se dirigent vers notre pays, ça constitue une menace. Et encore, donc, elle n'est pas rouge. Souvent, elle est rouge. Et en plus, elle est rouge. Là, elle est bleue. On atténue un peu quand on représente des cercles proportionnels, c'est pareil, on voit des gros cercles, c'est des masses. C'était un niveau de batterie il n'y a plus faible. De batterie sur l'ordinateur. Alerte. Ah, c'est l'ordi ou peut-être la... Voilà. Et donc, quand on représente des masses comme ça, mais pour des raisons pratiques, c'est-à-dire qu'on a des bulles proportionnelles au nombre de migrants, c'est une armée compacte. C'est une armée compacte qui s'approche de la France. C'est le symbole, enfin c'est l'information qu'on fait passer. Alors il y a des astuces différentes. On pourrait éventuellement éviter de faire des flèches trop marquées, avec un peu de transparence qui indiquerait que c'est un peu diffus. On peut faire un peu de pointillisme. Je sais plus qui a fait cette carte, c'est Kenneth, je sais plus comment. Un Américain qui a fait ça, qui travaille pour Esri. Kenneth Field, voilà, qui a fait cette expérimentation, alors qui, d'un point de vue formel, s'appuie sur... je ne sais pas comment on peut placer les points, hein, c'est les critiques qui lui ont été faites, où on place les points des vides et des déplacements. Et puis on peut trouver dans les médias aujourd'hui, alors ça encore c'est le New York Times, mais le Washington Post c'est aussi une très bonne équipe. On trouve des cartes qu'on utilise aujourd'hui dans les agences d'urbanisme parce que c'est les fameuses cartes de localisation des couverts arborés, et avec les pics de chaleur on sait que le couvert arboré, donc voilà, on mesure. Là on apporte, on le compare. Alors ça c'est comparé avec, c'est pas sur cette carte là, mais avec le niveau moyen de revenus des habitants. Parce que, comme le disait Axel Grégoire tout à l'heure, pour nous journalistes, il n'y a pas d'espace sans corps. C'est-à-dire que l'espace ne vaut d'être exploré que parce qu'il a un impact social. C'est un parti pris, c'est pas, on sait qu'on ne sera pas expert sur des domaines environnementaux, mais notre expertise c'est qu'est-ce qui dans l'espace a un impact sur la société, a un impact sur les individus. Donc s'il y a un corps quelque part qui pâtit à un moment de l'environnement, ça nous intéresse. Donc là, quand on parle de couverts arborés, c'est pas simplement pour savoir si les scarabées et les oiseaux ont de quoi manger, mais c'est surtout pour savoir si les populations qui y vivent ont besoin ou pas d'un couvert arboré et donc d'un abaissement de température pendant les pics de chaleur. Or, il s'avère que aux États-Unis, bien souvent, là où il y a assez peu d'arbres, en fait, c'est des populations pauvres, des populations fragiles, qui vont être plus exposées à des pics de chaleur et donc voilà pour leur santé. C'est pas le cas en France en fait, parce que je m'étais intéressé à la question sur Rennes en utilisant les données de CareMap. Qui fait un super boulot d'ailleurs, qui est une société rennaise, et en fait en comparant avec les données par Iris par Caravoyage, pardon, les données philosophie, et on retrouve pas cette concordance entre le niveau de revenu et le couvert végétal en fait, voilà, pour plein de raisons. Donc voilà un exemple de représentation, et puis là où je veux en venir aussi, c'est sur
Sur l'usage des autres médias, alors moi je pense que pour faire de la cartographie dans les médias aujourd'hui, il faut s'abstraire le plus possible des conventions, notamment des conventions cartographiques que j'ai appris quand j'étais étudiant. Il faut absolument une légende, il faut absolument... C'est le TOL. Vous Pardon n'avez pas appris ça, le TOL? Titre, orientation, légende, échelle. Voilà, c'est ça. Et bien ça, alors, je l'avais oublié pour le coup. Mais je pense que quand notre objectif est de faire comprendre une information à des gens, il faut être capable d'en faire abstraction pour les réinterroger intégralement. Moi, c'est le premier enseignement que j'ai vu que j'ai tiré en explorant un peu tout ce qui a été fait par les médias en matière de cartographie, c'est qu'il faut savoir s'extraire des conventions pour avoir des cartographies plus efficaces, donc qui transmettent mieux de l'information. Pourquoi pas en intégrant de la vidéo dedans, en faisant de l'animation, voilà. Un autre aspect dont je voulais parler, c'est qu'il faut, dans les médias, savoir pourquoi on utilise une carte. Il faut surtout savoir, quand notre rôle c'est de faire des cartes pour les médias, ne pas en faire, et ça c'est super dur. De dire non, là il n'y a pas besoin de cartes, ça nous coûte, parce qu'on a envie de faire des cartes pour tout. Mais il faut au moins savoir si on utilise une carte pour contextualiser, donc si c'est simplement le véhicule d'une information, pour dire, bah tiens, on parle de tel truc, au fait c'est là, et c'est près de chez vous, c'est un ressort très efficace, utile, qu'il faut utiliser. Si on veut créer un peu d'empathie sur des phénomènes, il faut à un moment donné faire un lien entre la personne qui lit, qui lit une information et la personne qui vit cette information. On va faire le lien simplement en le posant sur une carte. Et puis là, par exemple, je vous ai pris cet exemple parce que c'est le Berliner Morgenpost qui est aussi une référence, la référence à mon avis en Europe en matière de visualisation de données pour le journaliste, que c'est un consortium qui s'appelle Funke Interactive en fait, qui s'occupe de toute la visualisation de données pour le groupe auquel appartient le Berliner Morgenpost. Et donc ils ont fait le choix éditorial de représenter les données sociales de Berlin à travers des lignes de bus. Donc là, en fait, il n'y a aucun intérêt à représenter des données sociales le long d'une ligne de bus, mais c'est simplement un véhicule. On vous invite à un voyage à travers les données, à travers une ligne que vous connaissez. Quelle ligne de bus vous prenez tous les jours? Prenons celle-ci. Et en fait, on explore à travers un graphique, alors on ne le voit pas ici, mais quand on a choisi sa ligne de bus, on explore le niveau de revenu, le taux de chômage et autres à travers le parcours de cette ligne de bus. Ici, la cartographie est un simple véhicule, parce que la pertinence en termes d'analyse géographique, elle est limitée. Elle est assez limitée. Donc, pour moi, c'est valide de prendre la cartographie comme simple élément de contexte et comme un simple outil narratif. Mais on devrait aussi prendre les cartes et la cartographie dans les médias comme un outil d'analyse spatiale. Et alors là, on atteint un autre niveau. C'est OK, on a appris à calculer une médiane, après il va falloir apprendre à faire un graphique, et maintenant il va falloir faire de l'analyse spatiale. Ça peut devenir compliqué. Mais au moins, faire comprendre dans des médias que on peut représenter un phénomène sur une carte, c'est bien, mais est-ce que ce phénomène est lié à la localisation du phénomène ou pas? Il y a un grand débat aujourd'hui, même au sein des géographes, sur les données électorales. Il y a deux écoles entre les tenants des gradients d'urbanité, l'école Jacques Lévy, où les gens votent en fonction de l'endroit où ils vivent. Et puis il y a les autres, dont Jean Rivière et d'autres, qui disent c'est pas si géographique que ça, c'est des considérations sociales. Est-ce qu'à partir du moment où j'habite dans tel quartier, soudain je deviens progressiste? Est-ce que je deviens mélenchoniste dans le quartier Bobo machin? Est-ce que je deviens le péniste parce que j'habite en campagne? C'est pas aussi simple que ça. Les deux ont peut-être un peu raison, mais voilà. Et en fait, à l'excès, il y a beaucoup de phénomènes qu'on peut poser sur une carte. Alors c'est très bien, on peut tout cartographier, hein. Mais est-ce que ça apporte un élément d'information? Est-ce que sa position sur la carte permet de l'expliquer? Voilà. J'avance un peu parce que voire même... Ouais, ok, voilà. Donc juste pour vous montrer des exemples assez inspirants de ce qui se fait. Alors ça date de quelques années, c'est tous les bâtiments des États-Unis. Alors c'est assez anecdotique, mais en posant l'ensemble des bâtiments, là on est dans les Appalaches et on voit les Appalaches. En fait. Voilà. Et ça demande des compétences techniques dans des médias qui sont assez énormes. Ce
Ce que je vois, enfin, sans couper, parce que c'est un débat qui est très, très intéressant, mais que je ne vais pas lancer ici, puisqu'on a peu de temps, mais pour autant, gardons-le à l'esprit. Ce qui est intéressant, c'est que vous citez l'esprit critique que doit avoir, et on l'a vu tout à l'heure, une carte. Et pour autant, on a vu au tout départ que c'était pas évident de conférer cet esprit critique à la carte, puisque on a des cartes en tête et qu'on a du mal à modifier ces modèles. Et donc, on voit bien cette tension et cet enjeu qu'il va y avoir dans la pédagogie, dans la société civile, dans les médias, cette responsabilité aussi à quand même faire de la pédagogie critique et de la pédagogie scientifique, puisqu'il y a quand même un petit côté séjami de la carto dans votre travail, mais qui est extrêmement important pour qu'on puisse changer nos repères, tout en ne donnant pas l'impression que la cartographie est un mensonge ou une manipulation, quelque chose comme ça. Donc un esprit critique et puis une compétence aussi, donc distiller de la compétence et de l'innovation. Moi, je propose qu'on se le garde en tête et qu'on débatte éventuellement un peu après, si le temps nous le permet, et sinon après, parce qu'il y a des choses passionnantes que vous avez montrées et on voit bien que vous êtes passionné. Je vous propose de poursuivre, voilà, on les voit au fur et à mesure, on pourra en débattre aussi après, de poursuivre sur revenir peut-être un peu aussi sur notre thématique qui était quand même aussi la nature. On l'a un peu écarté, on était sur plutôt l'innovation cartographique, la nature, la manière dont on peut entreprendre cette problématique avec Monsieur Blin. Alors, vous êtes directeur territorial de l'IGN. Tous les cartographes connaissent l'IGN. Et même plus largement, tous les individus connaissent l'IGN. Et moi, quand je dis que je suis cartographe, on me dit oh, « tu travailles à l'IGN ». Ah non, on fait d'autres choses, mais oui, ça j'aimerais bien, mais non, je ne travaille pas à l'IGN. Donc c'est une très belle maison, c'est une ancienne maison. Et puis, vous avez un vrai rôle social, vous allez en parler. Comment vous faites aujourd'hui pour prendre en compte, dans ce rôle social aussi de création des référentiels, les enjeux environnementaux ? Vaste question. Merci pour l'invitation, et oui, vraiment une vaste question. Donc l'IGN, comme vous le savez, c'est l'opérateur d'État pour décrire le territoire national d'un point de vue physique. Donc on essaye de ne pas être dans le mensonge, de réellement décrire le territoire en tant que tel. Donc c'est vrai que la carte topographique ou la carte randonnée est très connue de la majorité des citoyens. Le géoportail est connu aussi. Les bases de données à destination des professionnels le sont moins, mais beaucoup des professionnels, et ces bases de données permettent d'asseoir beaucoup de politiques publiques. Nous, on est vraiment dans la constitution aujourd'hui de bases de données souveraines et, je veux dire, de les mettre à disposition. Il faut savoir que, je veux dire, comment le dire, on a des nouveaux défis qui nous sont lancés aujourd'hui. Les bases de données que l'on a fait jusqu'à présent, on a mis beaucoup de temps pour les constituer, des fois des dizaines d'années. Aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus vite. L'Anthropocène, dont on parlait, nous lance un défi à la cartographie. Notre planète fait face à des bouleversements qui sont rapides et vraiment violents. Donc là, je voulais juste vous montrer quelques images. Simplement en trois années, vous voyez en fin de compte une évolution du littoral, c'est sur la Gironde. Là, je vous montre en fin de compte l'effet de la tempête Alex dans le sud de la France, comment en fin de compte, du jour au lendemain, les paysages ont été bougés. Nous avons aussi des grosses évolutions sur la forêt, avec des crises sanitaires de plus en plus fréquentes, des sécheresses qui génèrent des dépérissements. On a des maladies comme la calarose du frêne, on a pratiquement plus de frêne en France, etc. Donc, pour suivre tout cela, on a besoin de données de plus en plus précises et mises à jour vraiment de plus en plus vite. Donc, l'IGN, pour répondre à ces besoins, à ces enjeux, a décidé de changer sa stratégie, de la faire évoluer et de passer, en fin de compte, sur une nouvelle boussole pour changer d'échelle et répondre à ces enjeux de l'Anthropocène. Le premier point que je dirais ici sur ce que l'on fait là, il faut pouvoir partager les données.
À l'IGN, certaines données étaient commercialisées sous forme de licence par le passé, on les a mises de plus en plus gratuites. Là, on a réellement fait le choix, depuis le 1er janvier 2021, à ce que toutes les données produites par l'établissement soient gratuites, totalement ouvertes, que ce soit pour les citoyens, les administrations et tout le monde privé. Donc, n'hésitez pas, allez-y sur showservice.ign.fr. Tout le monde va se ruer dessus. Mais je pense que la plupart du public le savait. Vous voyez bien la... Oui, oui. Normalement, vous avez retrouvé toutes les données publiques de l'IGN en accès libre et gratuit. Est-ce que vous voyez ça? J'espère que vous avez vu les images précédentes. Voilà. Aujourd'hui, deux grands défis qui se lancent à nous. Oui, les données gratuites, pourquoi bien sûr, permettre l'accès à tous. Hop. Je vous en prie. Permettre l'accès à tous les acteurs, aux citoyens, favoriser le partage, mais aussi auprès du monde de l'éducation, de la recherche et pour favoriser l'innovation. Deux grands défis que l'on a à relever aujourd'hui, c'est cartographier les impacts de l'activité humaine sur son environnement pour pouvoir mieux évaluer l'impact du changement climatique, les images le montraient. Et pour nous, c'est produire des géodonnées au service de la souveraineté numérique de la nation. On parlait de Google tout à l'heure. Je veux dire, nous, on essaye d'avoir des données souveraines et qui s'imposent à tous pour pouvoir asseoir les politiques publiques de l'État. Trois grandes ambitions dans cette nouvelle stratégie. La première, et qui est la plus importante, à mon avis, c'est observer le territoire en continu pour pouvoir observer, je veux dire, analyser et prendre des décisions qui vont bien de ce fait. C'est que l'IGN soit aussi un acteur des communs numériques. On parle, bon, c'est un nouveau mot partagé, les communs numériques, je crois qu'on y reviendra. Et aussi l'IGN qui est un cartographe, bon, géodésien, topographe, je veux dire aussi cartographe, qui soit le compagnon des découvertes et des représentations. La carte, c'est vraiment un outil de médiation et il faut pouvoir toucher, sensibiliser les citoyens, mais aussi la jeunesse, vu les enjeux environnementaux qui nous touchent. Je ferai maintenant, en fin de compte, un zoom sur deux grands projets que nous avons à l'IGN actuellement. C'est en 2019, le ministère de la Transition écologique a demandé à l'IGN, mais aussi au CEREMA et à l'INRAE, de constituer un observatoire de l'artificialisation des sols. Et a demandé à l'IGN de coordonner une base nationale d'occupation du sol pour justement servir de référence pour mesurer cette artificialisation des sols. La dernière loi climat et résilience, je veux dire, nous lance le fait qu'il faut qu'on soit à zéro artificialisation des sols nets dans les prochaines années. À 2050, on a un peu de temps quand même. Ça agite beaucoup de monde. Attention, là, vous alliez nous paniquer la salle. C'est très, très important, mais il faut qu'on y commence parce que... Ah, mais complètement. D'ailleurs, on a des responsables de... Si on laisse aller dès maintenant, on n'y arrivera jamais. Donc là, on a lancé cette grande base nationale. Bon, bien sûr, avec, je veux dire, on coordonne avec beaucoup de sous-traitants qui travaillent pour nous. Il y aura d'ici 3 ans 2 millésimes écartés de 10 ans qui seront disponibles sur le territoire national. Donc là, j'avais juste une carte. Là, on voit, par exemple, sur cette petite vue, entre 2015 et 2018, c'est 3 ou 4% d'artificialisation qui sont apparus sur cette petite zone. Donc, ce qui est quand même très important. Je veux dire, juste par... Je ne sais pas si on a la vision... mais de toute façon, vous voyez. Excusez-moi, je suis allé trop vite. Donc, tout le territoire national en 3 ans qui sera couvert par ces 2 millésimes. Pour produire cette occupation du sol, on fait bien sûr appel à toutes les nouvelles technologies et surtout à l'intelligence artificielle pour automatiser au maximum les processus. Là, il existe actuellement des bases d'occupation du sol sur différents territoires aujourd'hui.
Par contre, pas forcément sur le même standard qui est demandé, au niveau État, puisque les besoins des collectivités locales et de l'État ne sont pas forcément les mêmes. Donc on a une problématique de standard, mais on essaye de travailler avec, les collectivités qui disposent déjà d'occupation du sol pour mutualiser au maximum les travaux, les moyens. Deuxième grand projet que nous avons lancé à l'IGN depuis 2 ans, c'est une nouvelle cartographie 3D du territoire. Donc là, si vous pouvez lancer le film. Avec la contribution à Guillaume Schmitt pour lancer. Ok, merci. Un projet de cartographier tout le territoire en 3 dimensions par des acquisitions LIDAR, donc laser aéroporté. C'est un programme que l'on prévoit sur 5 ans. Et donc avoir des données très riches, fiables et précises, standardisées, et bien sûr en open data comme toutes les autres données de l'IGN, pour à la fin, en produits finaux, disposer de modèles numériques de terrain, de modèles numériques de sursol, de modèles numériques de hauteur, et aussi avoir des nuages de points classés. Je vais la relancer, si c'est ça. Hop. Je sais pas. Non, c'est pas ça. Vous souhaitez relancer la vidéo? Voilà. Donc là, les usages de cette nouvelle base de données, 3D du territoire, les usages sont très nombreux. C'est la prévention des risques en priorité, c'est l'aménagement du territoire. On a aussi des projets sur l'archéologie. Ça permet aussi d'aider à la mesure de la ressource forestière, des problématiques agricoles et bien sûr de tout ce qui concerne la transition écologique et bien d'autres usages qui sont inventés. Alors bien sûr, c'est des données qui sont très lourdes. Sur la France entière, ça représentera 3 pétaoctets environ. Donc il faudra savoir utiliser ces données. Donc l'IGN va accompagner au mieux les utilisateurs, mais c'est quand même, une première partition que l'IGN va mettre à disposition. Il y aura justement un travail de tous pour trouver tous les usages et répondre aux besoins de nos territoires. Pour aider justement cette utilisation des données, on a un incubateur de projets à l'IGN qui s'appelle IGN Fab, et le 7e appel concernera justement les services autour de l'utilisation de ces données LIDAR HD. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Je dépasse. J'arrive à la... Mais après, les deux derniers sujets sont importants, donc... J'arrive juste à dire que les données IGN, c'est vraiment une première partition. On vous donne des données de référence, mais c'est à nous tous les utilisateurs, de les utiliser au mieux et de justement répondre aux enjeux qui se posent à nous. Vous avez 2 éléments que vous vouliez aborder, qui me semblent très importants, qu'il faut rappeler. Effectivement, la place des communs, la souveraineté des données, pour éviter que aussi les petits malins mettent des tours sur les cartes, mais que ça soit appropriable par tout le monde. Donc, je trouve que c'est un véritable enjeu, et de soutenir l'IGN dans ce rôle-là. Oui, les communs, les géocommuns, on essaye de les mettre en place depuis un certain temps. Mais il faut que les données restent souveraines. Ça, c'est important pour pouvoir répondre, aux politiques publiques. Donc, à l'IGN, on travaille sur le collaboratif déjà depuis un certain temps pour mettre à jour nos référentiels le plus rapidement possible et que les personnes qui produisent les données puissent les intégrer directement, c'est-à-dire qu'on arrive sur les bases de données que l'on produit à ce que des contributeurs le fassent directement sans intervention de l'IGN. Par contre, il faut que ce soit des personnes de confiance. Après, le grand public peut intervenir aussi en nous donnant des alertes s'il y a des évolutions qu'il constate.
Mais je veux dire, on essaye de construire ces communs vraiment ensemble, parce que je veux dire, avoir des bases de données de référence, c'est l'affaire de tous. On travaille aujourd'hui beaucoup avec les SDIS, avec les conseils départementaux, mais on essaye d'étendre justement ces jeux communs à d'autres personnes. Et puis il y a un dernier point dont on ne parle pas assez, mais c'est le F qui est caché dans IGN. Il est caché, mais il est là, et il est important parce que justement c'est un des révélateurs de l'évolution de la position de l'IGN sur la prise en compte des enjeux de l'environnement, et c'est la forêt. Donc effectivement, on a gardé le sigle IGN, mais depuis 2012, l'Institut géographique national a fusionné avec l'Inventaire forestier national pour devenir l'Institut national de l'information géographique et forestière. Et on a une mission très importante de faire l'inventaire forestier national sur tout le territoire. En quoi ça consiste? C'est une enquête statistique annuelle où sur des stations définies statistiquement, on fait tout un tas de relevés de la forêt, la description des peuplements, des mesures dendrométriques, l'âge des arbres, leur taille, etc., des relevés floristiques, de la description des sols, donc tout ce qui est pédologie. Et ça, on le fait sur 6000 points tous les ans en première visite, et en deuxième visite, pour mesurer l'évolution, on en fait encore autant. Il faut savoir que les enjeux sur la forêt sont très très importants, hein. Il y a des enjeux économiques, bien sûr, avec la commercialisation du bois, l'exploitation de la forêt, mais il y a des enjeux environnementaux. On a la problématique du stock du carbone. On a des enjeux sociétaux, parce que la forêt, c'est aussi la randonnée, des espaces de divertissement. Donc, je veux dire, c'est vraiment des enjeux très très importants. Et là, juste pour terminer, pareil, toujours pour observer le territoire en continu, lors des dernières assises nationales de la forêt, il a été confié à l'IGN de constituer un observatoire de la forêt et du bois, où il y aura tout un tas de données, bien sûr, qui seront disponibles, mais il faut aussi que ce soit un lieu de rencontre, d'échange entre tous les acteurs de cette filière. Merci beaucoup. C'est un tournant quand même dans la production de l'IGN, je trouve, qui n'est pas visible, et c'est bien de le montrer. Armelle Lemoilly, vous avez la lourde tâche. Vous avez la lourde tâche, on vous appellera tous après, mais voilà, on va montrer. Vous avez la lourde tâche de conclure. Alors, ce que vous savez pas, ce que vous voyez pas, c'est qu'ils ont un compteur en fait qui est assez stressant, surtout quand il arrive vers la fin et qu'en plus on est la dernière. Donc, pas de panique, on a un petit peu ripé, mais on va rattraper notre retard et il faut prendre le temps. Vous travaillez à l'agence TVK, vous êtes architecte aussi. Et alors, vous êtes lancé un défi de taille, si j'ai bien compris, mettre la définition de l'architecture en conformité avec ce qui définit aujourd'hui la Terre. Je vois le livre, et ça va faire écho à, je pense, peut-être un débat avec les travaux d'Axel. Je vous laisse nous raconter, et puis nous raconter votre démarche, et puis éventuellement nous raconter aussi ce que ça peut avoir comme enseignement par rapport à la cartographie, cette représentation du monde. Bonjour à tous, encore merci beaucoup pour cette invitation. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est effectivement d'explorer l'œuvre qu'on présente actuellement au sein du Palais des Beaux-Arts de Lille, dans le cadre de l'invitation pour la saison Utopia Lille 3000. Donc je pense que certains d'entre vous vont venir cet après-midi au Palais des Beaux-Arts, donc je ne vais pas rentrer dans tout le détail de la conception de l'œuvre, mais donc c'est plutôt la question de comment effectivement les nouvelles manières de penser la Terre ont évidemment une influence sur la manière de pratiquer l'architecture et de manière plus générale de la manière dont on l'aménage et dont on l'habite aujourd'hui. Donc cette œuvre qui a été présentée initialement à la Biennale d'architecture de Venise de 2020, qui a donc eu lieu en 2021, s'accompagne en fait d'un ouvrage qui donc là vous le voyez en anglais, mais il a été publié aussi en français, qui s'intitule L'Alter est une architecture, et qui est une grande exploration en fait des relations complexes entre l'architecture et la terre. Donc ce travail-là est donc un travail de recherche qui est mené depuis 2015 au sein de l'agence, qui d'abord est un travail d'exploration d'une variété de situations terrestres et de la manière dont l'homme a aménagé et a aménagé la croûte terrestre et la manière dont il l'a aussi modifiée.
Et la question est donc, c'est là où on rejoint les travaux d'Axel Grégoire et de tous ces penseurs qui l'accompagnent sur cette question de la zone critique et sa formation et en tout cas sa mise en forme. Donc on a l'œuvre est issue de tout un travail de recherche. Donc il y a un premier travail qui a été mené de ces questions de manipulation des représentations actuelles. Donc là, on a un travail de collage qui a été fait à partir de représentations géologiques. À cela, on a vu et on regarde comment les infrastructures humaines, donc à l'agence, on considère les infrastructures comme la médiation des humains avec la Terre, c'est-à-dire toutes les infrastructures que l'homme met en place pour habiter la Terre. Donc, on a les infrastructures classiques qui sont les routes, les aéroports, les ports, etc. Mais c'est aussi les champs, les villes et toute la manière dont l'homme a aménagé cette Terre. Tout ce travail-là, et c'est l'enjeu de ce travail, c'est de voir comment, en fait, par les infrastructures, l'homme a donné une forme à la Terre. Donc ça a été aussi pour l'agence un moment un peu de défi technique aussi, puisqu'il fallait modéliser cette terre. Donc c'était aussi tout un travail sur la question de l'infrastructure dans sa définition et dans la définition d'archétype, c'est-à-dire de la manière dont ces infrastructures, les différentes manières dont elles aménagent la Terre. Donc on a à la fois par exemple le polder, c'est-à-dire l'ajout de terre sur la mer, on a la question de la route, on a la question, voilà, tous ces éléments-là. Et ce travail-là, donc il y a un travail, vous voyez, qui a été conduit depuis 2015 sur cette question de l'infrastructure, est en lien profondément en fait avec le travail de l'agence. Et là, on a une image qu'on aime beaucoup, qui est donc ce fameux trou des Halles dans le centre de Paris. Et là, on comprend bien, je pense que c'est assez significatif, de la manière dont l'architecture et l'aménagement urbain aménagent bien l'épaisseur de la croûte terrestre et vient bien questionner cette zone critique qui est donc le point de contact entre ce qui se passe sous la Terre et l'atmosphère. C'est aussi pour vous montrer le lien avec l'ouvrage, parce que cette histoire des Halles et du lien avec le bassin parisien, c'est notamment l'objet du chapitre 3 de l'ouvrage. Alors, comment tout ça infuse, ou en tout cas dialogue avec la production de l'agence? J'ai choisi de vous présenter aujourd'hui 2 projets. Le premier qui est une étude qui a été lancée par la Société du Grand Paris dans le cadre de l'aménagement du Grand Paris Express et pour la définition d'un référentiel de conception pour les espaces publics, dont on a gagné la consultation. Et le premier travail qu'on a mené, puisque ces grands travaux de planification ont un peu la fâcheuse tendance, je voudrais dire, à regarder le territoire comme unique, unifié, et d'autant plus là dans cette question du Grand Paris, avec plutôt une volonté politique de le regarder comme un tout. Et un premier travail qu'on a mené à l'agence, c'est tout un travail de cartographie pour spécifier, en fait, ou en tout cas caractériser le lieu où allait arriver l'ensemble de ces gares. Parce que ces gares, elles arrivent comme des objets sur ces lieux-là. Et il nous paraissait essentiel dans la manière dont on allait penser leurs espaces publics de regarder leur géographie. Donc ça, c'est une première travail cartographique qui a été mené sur le tissu urbain dans lequel allaient arriver ces gares. Là, je les passe rapidement. Donc là, c'est un travail sur la question du sous-sol, la question des sols. Ici, on avait toute la question hydrographique et j'allais dire géographique, mais plutôt des altimétries. Et déjà, ça permet de constituer un certain nombre d'entités géographiques, une première lecture de ce territoire-là, dont on commence à comprendre la complexité. Et c'est là, pour nous, où le travail cartographique il est essentiel, c'est que par le travail de représentation, on arrive à une compréhension de ce territoire-là, et en fait, on est déjà dans le processus de transformation, en tout cas, on est déjà dans la pensée du projet, et donc là, par exemple, du projet urbain. Donc là, différents travails géographiques permettent de constituer un certain nombre d'entités géographiques ou d'entités de projets qui arrivaient en tout cas,
penser le territoire de manière un peu plus spécifique. Ce travail cartographique aussi, il nous permet de penser l'espace public plus comme un simple sol, ou en tout cas un simple aménagement du sol, mais bien comme l'espace public comme une portion de territoire, comme une portion de croûte terrestre, qui est bien le lieu où se rencontre ce qui se passe sous terre, hein, ce qui est encore plus vrai dans le cas, par exemple, d'un espace de gare ou d'un espace de mobilité, mais aussi le lien avec le milieu et le lien avec l'atmosphère. Donc c'est bien une pensée de l'espace public comme le lieu de médiation, un lieu de médiation. Et tout ce travail-là aussi a abouti à la production d'un certain nombre de maquettes qui rendent compte toujours de cette question de l'épaisseur. Et à cela, donc, va assez facilement toutes ces questions d'artificialisation des sols, de sols perméables ou imperméables, ces questions de végétalisation viennent assez naturellement en fait, dans le processus de conception. Un autre travail, une autre étude auquel l'agence a participé l'année dernière, qui est donc une vaste étude qui avait été menée par le Luxembourg dans leur cadre de leur transition de décarbonation à l'horizon 2050, puisqu'il faut savoir que le Luxembourg a une consommation carbone qui est à peu près équivalente à celle des Émirats arabes unis. Donc c'est vraiment, ils sont par rapport au sein de l'Europe, c'est vraiment les champions. Et donc ils ont, assez étonnamment pour nous au départ, ils ont demandé à plusieurs agences internationales d'architecture et d'urbanisme de penser leur trajectoire de décarbonation. Et donc pour nous, et sur un territoire très vaste, puisque c'était celui du Luxembourg et de ses régions transfrontalières, donc on était vraiment sur un territoire très vaste. Et donc nous, le travail qu'on a mené, c'est un premier travail cartographique. J'ai l'impression que les choses... notamment, on s'est posé la question en fait de tracer deux filières qui nous paraissaient intéressantes dans cette perspective de décarbonation, qui était la question du lait et du bois. Pour nous, ça touchait à des choses qui étaient fondamentalement liées à l'aménagement du territoire, à l'aménagement des sols, et à tracer ces grandes filières. Donc on a fait ce premier travail un premier travail cartographique qui était de tracer ces deux filières sur le territoire. Et là, ça a été pour nous une des premières fois où, au sein de l'agence, on a dû se confronter à l'utilisation de données qui ne sont pas effectivement nos cœurs de métier, et aussi à la question de logiciels de type QGIS, etc. Donc c'était vraiment comment on cartographie ça à l'échelle de ce vaste territoire. Ces cartographies, c'était aussi une autre question que ça nous posait, c'était cette question des données et des filières dans le temps. Donc ça, c'est juste un petit rappel d'une méthodologie qu'on a en place à l'agence, qu'on appelle la scénarisation, où on déploie le temps du projet au sein de plusieurs saisons. Je ne peux pas en dire beaucoup plus ici, mais c'était pour vous dire que pour nous aussi, dans le travail cartographique, il y a la question du sol qui est fondamentale, et la seconde, c'est la question du temps, et comment ça, on arrive à le représenter. Et donc, de tout ce travail cartographique, ce produit aussi, ça nous amène toujours à rebousculer à peu près nos représentations. Et donc là, il y a un certain nombre de... Alors, j'étais un peu embêtée pendant toute cette présentation de savoir s'il fallait utiliser le terme plan ou carte. C'est comme échelle, on ne va pas rentrer dans ce débat. À ces plans-là qui représentent justement ces coalitions possibles de ces deux filières que sont le lait et le bois. Donc c'était vraiment aussi à chaque fois comment différentes échelles à la fois spatiales et temporelles se rencontrent et comment on travaille toujours ces choses-là. Voilà. C'est intéressant parce que
Dans votre démarche, on voit une maquette, on voit le sol, on voit la profondeur, on en a parlé, Axel en a parlé, enfin chacun, vous avez un peu abordé ce sujet-là, le sol et la terre, on le verra aussi après, ça va être un enjeu, c'est un enjeu par la loi climat et résilience, mais pas seulement, c'est un véritable enjeu que la carte a totalement gommé. Et dans vos travaux, on montre l'épaisseur qu'on ne voit pas sur une carte, et pour autant, à la fin, vous nous racontez que vous êtes passé sur QGIS. Et mince, mais on est bien enquiquiné quand on est sur un SIG parce qu'on ne peut pas s'affranchir aujourd'hui, en tout cas c'est pas développé, mais comme c'est en open source peut-être ça le sera, de la vue zénitale, et on ne peut pas s'affranchir du monde euclidien. Et je pense que c'est un vrai frein que les cartographes, alors mince, si vous y allez aussi, on ne va pas s'en sortir, les cartographes soient coincés dans cet outil qui nous contraint à de la norme cartographique et qui nous empêche d'être dans l'innovation, alors qu'on a vu, il y a plein d'autres choses, notamment le dessin finalement, qui nous permet de le faire. Pourquoi vous êtes parti sur cet outil-là alors que vous aviez plein d'appareils conceptuels qui vous permettaient de traiter autrement les choses? Je pense que ce qui est fondamental pour nous, et c'est ce que à peu près, on va dire, les deux projets montrent, mais aussi le projet de recherche La Terre est une architecture, c'est plutôt sur le travail des croisements des représentations. C'est aussi parce que, et c'est notamment ce qui nous passionne dans le travail de Terraforma, c'est aussi cette question de comment on croise les systèmes de représentation, comment on les hybride, comment ces questions... et puisqu'on se met aussi, en tout cas, on essaye de se mettre dans cette perspective-là, qui effectivement, et c'est ce qu'on d'être en tant que concepteur et en tant que même humain, de se mettre parmi les vivants. C'est-à-dire, et donc, alors, c'est toujours cette grande question, et je pense qu'on en reparlera plus longuement, je pense, cet après-midi autour de l'œuvre. C'est aussi, effectivement, pour le Luxembourg, on avait besoin, pour penser cette grande échelle, parce qu'il fallait traiter de la donnée, de repartir, d'utiliser QGIS, mais je pense que souvent par beaucoup de procédés, et je pense que c'est ce qui nous intéresse. Enfin, moi j'ai découvert tout récemment le travail de Guillaume sur aussi tout ce que la fiction en fait va permettre d'injecter dans ce travail cartographique pour effectivement pouvoir trouver ces épaisseurs, trouver ce temps long aussi du projet qu'on a besoin pour en tout cas aujourd'hui penser et aménager la Terre. C'est un vrai enjeu, et c'est un vrai enjeu pour tout le monde. Ici, autour de cette table, on n'a pas le temps de rebondir, mais j'aurais vraiment, on le fera autour d'un café si vous ne partez pas après, mais cet enjeu de pouvoir hybrider les techniques et en même temps de les rendre accessibles, c'est extrêmement compliqué pour l'enseignement, mais pour la société civile, de utiliser des représentations qui sont très 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 différentes et qui vont être hybridées, mélangées, et tout en les transmettant. La vertu de Jacques Bertin, c'était que c'était simple quand même. Les variables visuelles étaient assez facilement transmissibles. Donc transmettre à des étudiants qu'ils ont des règles, mais ils vont pouvoir les transcender, et que la règle ultime qui est l'échelle et la vue zénitale, ben non, c'est pas grave, ils vont pouvoir la changer, ça va être assez compliqué. Pour autant, on a un vrai rôle de pédagogie. C'est peut-être le mot conclusif, mais qui ouvrira d'autres portes. Pédagogie, esprit critique. La cartographie est un média qu'il faut critiquer, qu'il faut faire évoluer, et vous avez tous un rôle pour apporter cet esprit critique, quel que soit le positionnement dans lequel on est. J'en dirai pas plus, parce qu'on a le temps qui passe, et on va avoir une seconde table ronde qui va nous rentrer dans un débat un peu complémentaire. Je vous remercie grandement d'être venus, d'avoir participé à ce temps, et vous pouvez les applaudir. C'est pas simple, c'est court. Merci beaucoup.